On parlait de l'Afrique de l'Ouest et de la réforme du franc CFA. La France qui transfère 5 milliards d'euros de réserves. Et on était avec nos chers invités, Firmin, Francisco et Adam. Francisco, vous aviez la parole. Voilà. Donc, je disais donc que l'affaire du franc CFA, c'est carrément un problème politique, avant d'être économique. Et vous avez vu lorsque le Tchad, puisque le Tchad était le métronome en matière, même jusque-là, en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Quand les caisses est toujours, hein? Oui, quand le caisse du Tchad était vide, vous avez vu qu'à un moment donné, Déby était devenu rouge, il disait tout dans tous les sens. Il devenait l'homme menaçant, l'homme menaçant, bon, qu'il fallait finir avec, et puis ça est fini. Vous savez, le problème de nos pays, c'est que le colon a tout fait pour mettre à la tête de nos pays ceux qui peuvent le servir. Donc, et c'est ça qui continue. Vous avez vu comment l'affaire de l'écho qui devait venir remplacer le franc CFA a été torpillé par Alassane Ouattara. Mais alors que il y a des pays comme le Nigeria qui eux-mêmes ont leur trésor, qui frappent leur propre monnaie. Il y a le Ghana ici à côté qui a son Sidi. Mais les gens disent que la monnaie n'est pas stable. Firmin vient de dire que le franc CFA est stable, les riches ailleurs ont ça dans le coffre. Mais c'est ça qui rend paresseux. Parce que dans un pays où la monnaie n'est pas stable, ça fructifie, les gens ne thésaurisent pas l'argent. Les gens sont obligés de sortir rapidement de l'argent parce que si vous le thésaurisez, c'est que ça risque de déprécier les choses. Donc c'est pourquoi nos économies, il n'y a pas de l'argent qui circule. Adam vient de parler de l'augmentation des prix sur le marché. Ce n'est pas lié seulement à cette affaire de l'euro ou de la France. C'est lié à tout ce qui est concret comme taxes, les péages, la douane qui révise ses tarifs et autres. Donc c'est un problème général. Mais pour le problème spécifique du franc CFA, c'est un problème politique. Mais lorsque les pays africains, les populations vont comprendre, bien sûr, il y a eu une lutte qui a commencé avec le professeur Kakounou. Vous avez vu le timing, on l'a poussé à l'UEMOA. Et juste après, sortent des choses comme aujourd'hui, la rétrocession des 5 milliards. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne pourra plus rien dire. Il est déjà casé. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque les peuples vont comprendre que ces gens qui nous dirigent là, c'est eux qui sont les jeunes. Si vraiment on peut arriver à voir des gens un peu, c'est-à-dire des nationalistes réels qui veulent que l'Afrique revienne à ses fondamentaux, surtout l'Afrique francophone, qui est toujours au service de quelqu'un. Donc, si on arrive à avoir un maximum de dirigeants comme ça, ajouté au Nigeria, au Ghana, mais le Nigeria gère sa monnaie. On ne voit pas sauf si les gens veulent détruire le Nigeria, ils fabriquent le CD, ils impriment et puis ils viennent déverser sur les marchés pour effondrer. On l'a fait avec Sékou Touré. Voilà ce que nous vivons. C'est la tête, c'est nos têtes de pays qui sont vraiment les serviteurs de cette France-là. Et c'est par rapport à notre complicité. Si nous-mêmes, nous acceptons ces dirigeants, ils resteront et ils serviront la France. Et si c'est un problème politique, Firmin, comment vous pensez que l'Afrique peut arriver à s'en sortir? Parce que là, Francisco l'a dit tout à l'heure, le problème est purement politique. Alors, moi, je peux tenter de dire que c'est une pure hypocrisie. Non, le problème même n'est pas à ce niveau. Tout va partir de la volonté ou de ce que veulent les Africains eux-mêmes. Qu'est-ce que les Africains eux-mêmes veulent aujourd'hui? Maintenant, ils ne veulent plus du franc CFA. Mais l'alternative, c'est quoi? Ils veulent juste avoir leur monnaie. Vous savez, le fait d'avoir sa propre monnaie ne garantit rien non plus. Vous imaginez, le Ghana, le Sudisme, le Ghana n'est pas le pays le plus développé du monde. Oui, mais quand on parle des milliardaires en Afrique, on ne met pas un francophone. Non, les milliardaires en Afrique sont des pays anglophones. Il ne sert à rien d'avoir des milliardaires, d'avoir des millions de pauvres.
Vous imaginez, le Ghana ne fait partie. Le Ghana ne fait pas partie. C'est d'ailleurs même un indicateur de pauvreté. C'est d'ailleurs un indicateur de pauvreté. Donc vous imaginez, le fait d'avoir sa monnaie, ça ne résout. Vous imaginez, ça ne résout aucunement le problème. Le fait de chercher à avoir sa propre monnaie, ça ne résout aucunement le problème que traverse ou que vit l'Afrique. Comment il faut le résoudre? Vous savez, moi j'ai suivi, depuis 2011, 2010, 2011, je suivais un peu le professeur Kakoun Boukoua. Il disait, l'intérêt, c'est pas que les Africains cherchent à avoir leur monnaie, mais c'est que les Africains travaillent à avoir une économie forte. Vous imaginez, si vous avez une économie forte, vous pouvez travailler à avoir une monnaie forte. Vous savez, si on ne fait pas ce travail-là, on va se retrouver dans une situation à la Grèce. Vous imaginez? La Grèce qui avait une économie tellement faible, qui avait maquillé ses comptes au temps de l'euro, à l'arrivée de l'euro, comme ça, la Grèce avait maquillé son compte en disant qu'elle était une économie forte, alors qu'il y avait assez de corruption dans le pays, on ne payait même pas d'impôts à l'époque. Donc la Grèce avait tellement souffert et n'eût été l'intervention de Sarkozy ou du FMI, de la Banque mondiale, la Grèce aurait eu toutes les difficultés du monde. Vous imaginez. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les Africains, pour moi, ces histoires de monnaie, on veut avoir notre indépendance monétaire, ça ne résout aucunement le problème. Ça, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Il faut travailler à avoir une économie forte. Ça partira de la lutte contre la corruption. D'un plan de développement économique sérieux. Il faut préparer la base et tous les aspects possibles avant de pouvoir réclamer cela. Donc vous imaginez, nous sommes dans des pays où la corruption est à un niveau très élevé. Vous connaissez le Ghana? Vous imaginez, allez lire le discours de Barack Obama. Quand il parlait de police corrompue, tout ça, il parlait de quel pays? Il parlait du Ghana. Il dit, ce n'est pas l'important, ce n'est pas d'organiser des élections périodiquement, alors qu'il y a des pots de vin un peu partout au niveau de la police et ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire, on veut avoir une monnaie forte et on encourage la corruption. Donc le problème pour les Africains, c'est d'arriver à asseoir une démocratie sérieuse. La démocratie, ça part de la lutte contre la corruption. La démocratie, ça exige la reddition des comptes. La démocratie, ça exige la transparence dans la gestion des affaires publiques. Donc s'il n'y a pas tout ça, et les Africains veulent avoir leur propre monnaie, je pense que le problème n'est pas résolu. Cette histoire de monnaie, cette histoire de France CFA, ça ne résout pas le problème. La France va toujours nous tenir parce qu'on n'a pas les meilleures idées. Adam, est-ce qu'on peut dire Firmin a raison? Oui, moi je pense qu'il a pleinement raison. Vous savez, lorsque nous prenons d'ailleurs même ce concept de pouvoir se libérer de ce jour de la France lié donc à cette monnaie, si pris, comme l'évoquaient donc certains en disant que c'est une forme de colonisation que la France exerce sur nos pays en nous maintenant toujours dans ce système-là. Mais nous avions eu la décolonisation et les aides de l'indépendance. Nous avions toujours continué par des pays assistés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc je pense qu'on pris comme tel, si tel est que nous sommes sortis, ou on veut quand même avancer des bris pour sortir de cette décolonisation. Puisque parlant donc de l'indépendance, il faudrait d'avoir donc financièrement. Et l'indépendance financière, nous ne l'avons pas. Et si nous partons donc de pouvoir donc démolir ce système du franc CFA, je pense qu'on a encore des beaux jours devant nous. De toutes les façons, comme je le disais, c'est vrai sur bon nombre d'aspects, on a parlé donc de l'indépendance, mais nous ne le sommes pas en réalité, nous avons toujours continué par être assistés. Et je pense que aujourd'hui, si ce serait quand même un travail d'inachevé, si tel est que on veut anticiper sur un certain... Or, nous-mêmes, on ne s'est pas réellement donc préparé. Puisque naturellement, je suis d'accord avec Firmin lorsqu'il dit tous les pesanteurs qui amènent naturellement à pouvoir parler d'une monnaie, surtout lorsqu'elle est forte, c'est réellement donc de parler de la corruption. Nos pays, aucun pays aujourd'hui francophone, même aucun pays africain, même anglophone. Même, la corruption est beaucoup plus ressentie même dans les pays anglophones, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana. Voilà, donc j'estime que on n'est pas suffisamment prêt. Il faudrait réellement donc partir sur ces pesanteurs-là et arriver naturellement donc à assainir l'environnement. Et c'est une question aussi de mentalité. Si tel est qu'on ne met pas réellement donc les meilleures dispositions en place pour amener à ce que les générations futures ou les générations à venir pour se départir de ce système-là, je pense que on aura beau parler de cette monnaie-là qui peut donc être les meilleurs fabriqués nos propres monnaies, on n'arrivera pas réellement. Francisco, on n'a pas finalement l'impression qu'on est en train de semer le maïs dans la forêt. Oui, vous allez réagir tout à l'heure. Mon grand Huitassal vous dira de semer de l'eau dans une rivière aride. Et vous savez, Adam a évoqué des choses, il en a parlé également. Il faut une économie forte.
Comment construire une économie forte? C'est pas avec des dirigeants qui dilapident les biens du pays. Non, le problème est quand même ce concerne. Vous savez, moi je suis. Lorsque vous avez toutes les sociétés d'État, tout ce qui est minerai, qui sont dans les mains des étrangers, dilapidés, on ne sait même pas combien. Il a parlé de corruption. C'est pas là. Quand vous avez des banques, toutes les banques sont étrangères, on ne peut pas financer l'économie nationale. Comment vous voulez qu'on ait une économie forte? C'est ça, c'est le choix des dirigeants. Et ces dirigeants sont des gens téléguidés, choisis par celui qui veut les utiliser. Donc, parce qu'aujourd'hui, la croissance de l'Europe s'est délocalisée sur l'Afrique. Vous avez donné l'exemple de la Grèce. La Grèce était en détresse. Oui. Mais ils ont tout fait pour sauver la Grèce. Pour sauver la Grèce. Mais nous sommes en détresse depuis parce que c'est une sœur. Oui, parlant donc des banques qui ne financent pas donc l'économie intérieure, moi je pense que, comme vous l'avez évoqué depuis l'indépendance, il y a plus de 30 ou 40 ans, on a vu réellement que ces banques-là, qui étaient donc des banques nationales, n'ont pas pu naturellement donc valoriser ou carrément financer des secteurs à forte potentialité économique. Donc je pense que c'est partant de là qu'on a estimé qu'il fallait à un moment donné essayer également donc de privatiser ces banques-là, voir si réellement donc ça peut donner. Et donc je pense que sur cet aspect-là, moi je suis d'accord qu'on puisse donc expérimenter un système à partir du moment où on a pris 40 ou 50 ans à pouvoir donc échouer sur d'autres secteurs. Il faut essayer. La Grèce, lorsque nous prenons point par point, ce qui a permis aujourd'hui à la Grèce de pouvoir donc rattraper ce retard-là ou ce gouffre-là, qui donc le guettait et qui risquait d'être fatal d'ailleurs même pour l'Europe. Ce n'est pas l'assistance de ses sœurs? Mais c'est l'assistance, mais c'est parce qu'il y avait donc un changement de mentalité à pouvoir donc arriver à pouvoir donc assainir ce secteur-là. Francisco, vous avez terminé votre développement. Regardez, je continue avec Adjouka Adamdi. Parce qu'on a imposé une mesure, une politique d'austérité aux Grecs. C'est-à-dire, on a coupé. Ils ont respecté. Même les fonds de privatisation étaient gérés depuis Bruxelles, depuis le Luxembourg. Donc le FMI, la Banque mondiale, venait chercher leurs sous là-bas. Donc pour vous, on peut faire de même. Non, c'est-à-dire ici, regardez pas. La volonté n'y est pas encore. Si la volonté n'y est pas là, si la volonté n'y est pas, on peut tout faire. Regardez par exemple. Quand vous prenez les 10 chefs d'État les plus riches du continent, attendez, peut-être en 2017, il n'y avait pas encore Tshisekedi, vous voyez Kabila. Vous voyez par exemple Kabila. Vous allez au niveau du Cameroun, vous voyez Paul Biya. Vous voyez la Côte d'Ivoire, lui, il est riche avant de devenir président. Il est riche, avant de devenir président. Donc vous imaginez, la plupart de leurs sous, regardez, la plupart de leurs sous, c'est dans les banques occidentales. Ça veut dire l'argent n'est pas au pays. Donc comment on peut financer, comment on peut avoir de la liquidité pour financer les projets à forte potentialité économique? Les secteurs, regardez, on ne peut même, on n'a pas d'argent, on n'a pas de liquidité. Et vous imaginez, l'argent ne circule pas dans le pays parce que l'argent, c'est à l'extérieur. Si on ne change pas de mentalité, on se dit, on veut développer notre pays, notre continent, on n'arrivera à rien. Et surtout, la question n'est pas seulement la question de on va donner l'opportunité à Francisco aussi. Francisco, oui. Avant que le port autonome de Lomé ne soit liquidé à Bolloré. Lomé au Togo. Lomé au Togo. Mais c'est les Togolais qui travaillaient, qui faisaient la manutention. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait trouver peut-être 100 milliards pour le port autonome de Lomé, d'accord, pour investir en infrastructure. Mais on a refusé, on est parti donner à quelqu'un pour 25 ans et on ne sait pas ce que ça va devenir demain. Donc, à l'intérieur, nous avons liquidé les sources. Même. Le cas de Togocom qui est là, qui est aujourd'hui casse-tête. D'accord? Donc, c'est ça le problème. Ce que la France vient de... Donc, vous avez dit à l'intérieur, on a liquidé. Ça m'intéresse la suite. On a tout liquidé parce que nous n'avons pas des dirigeants visionnaires pour dire que voilà cette société, quand quelqu'un gère mal, qu'on puisse le punir, qu'on nomme quelqu'un avec des objectifs de performance. On ne le fait pas. Parce que c'est un liquidant à un étranger, un businessman. Non, mais et dans ces conditions, c'est difficile. On pense que c'est tout. Toutes ces entreprises ne sont pas quand même logées dans le même enseigne. Il y en a, parlant donc de Bolloré, on ne saurait quand même mettre seulement du négationnisme sur ce qu'a fait. Il y a aussi le bon côté. C'est pas la même chose. On ne peut pas parler. Togo c'est vrai. Je sais que le débat se situe là. On peut quand même en discuter. Mais quand même, je me dis aujourd'hui, lorsque vous prenez la BTCI et le TB qui sont les dernières banques pratiquement en route d'être privatisées, je pense que là, lorsque vous lisez normal l'historique, vous comprenez directement que c'est pour des motifs assez viables
qu'on veut céder dans ces banques-là. Je ne dis pas, c'est pas la même chose qu'on prend Togocel. Et nous sommes d'accord, c'est pas la même chose lorsqu'on prend de choses-là. Quand nous sommes en face d'une institution qui est déjà pourrie, une institution qui est déjà pourrie, qui est difficilement relevable, on fait comment? Oui, ceux qui ont géré son pays. Soyons sincères. Ceux qui ont fait des prêts qui ne remboursent pas sont là. On les laisse, on croit que c'est en liquidant. Bon, liquider tout, on est là. Bon, on va parler aussi un peu du Togo, ou bien vous voulez dire encore Non, quelque c'est moi, chose? je dis c'est une question de volonté. Hein, il ne faut pas aller. Oui, et cette volonté-là se situe à tous les niveaux. Ça se situe à tous les niveaux. C'est les premiers dirigeants. Et puis, il faut qu'on apprenne à investir aussi. Il faut qu'on apprenne à investir les gens qui vont caser leur argent quelque part. Ou qui sortent. Regardez, les gens qui sortent même l'argent. Ce n'est pas seulement du fait des dirigeants. Il y a des gens, même des simples citoyens qui sortent leur argent du pays pour aller loger dans les banques occidentales. Ça ne fait pas. Dans les banques étrangères, ça ne fait pas du bien à l'économie du pays. Ouais. Allez, on va parler du Togo pour finir. Sanctions disciplinaires dans le corps enseignant. 12 enseignants togolais se sont vus infliger une mise à pied préventive de rémunération à l'exception des allocations familiales. Et cette sanction vient du ministre de la fonction publique, du travail, du dialogue social, Gilbert Bawara. Vous avez eu écho, hein, Firmin? Oh bien, Adam veut commencer. Oui, bon, je pense que c'est dans l'air du temps. Et ces sanctions-là ne sont pas des sanctions insurprenantes pour la simple et bonne raison que avant ces sanctions, il y en avait eu également d'autres. Et le ministre l'avait dit clairement qu'il y a des actes qui ne seront pas tolérés. Et je pense qu'on soit dans un régime contractuel ou statutaire, il y en a qui estiment que ces sanctions exprimées comme telles aujourd'hui sont une réincarnation ou carrément une création de Gilbert Bawara. Ce sont des choses qui existaient depuis. C'est vrai que lorsque nous prenons les ministres qui sont passés par là, l'environnement ou carrément l'idéologie qu'ils incarnaient ne permettra donc pas de sanctionner un certain nombre d'enseignants. Ou ce n'est pas seulement, la question ne se pose pas seulement au niveau enseignant, hein, c'est une question qui va au-delà. Si nous prenons par exemple un temps, mais je pense qu'il ne faudrait pas quand même qu'on voit la question dans un aspect assez négationniste parce que lorsque nous faisons une petite comparaison, tout récemment, il y avait eu 2 ou 3 agents du ministère de la Santé qui avaient été coupables des faits donc, de détournement. Et par le passé, on a constaté que certains qui étaient donc accusés, à tort ou à raison, mais quand même qui avaient des motifs valables qui pesaient sur eux, ont été purement et simplement radiés. Mais aujourd'hui, après ce passage au niveau du conseil disciplinaire, on a estimé que la sanction qu'il fallait, 2 ou 3 mois, était donc suffisant pour les réintégrer. Et certains ont été aussi réintégrés. Donc j'estime qu'aujourd'hui, l'heure du temps oblige à ce qu'on puisse donc être plus regardant sur les tests. Et ces tests-là nous obligent à un certain nombre de dispositions. C'est vrai que l'environnement était beaucoup plus houleux par le passé et qui n'a pas permis à un certain nombre de ministres de prendre des dispositions assez coriaces contre surtout ces dispositions, étant donné qu'elles sont nouvelles. On a de la peine à pouvoir donc les analyser à justice. Et je pense que désormais, il appartiendrait naturellement donc que vous soyez fonctionnaire, disons contractuel ou statutaire, sachez réellement que nous ne sommes plus dans les époques précédentes où on pouvait quand même nous tolérer, où carrément les syndicats pouvaient donc s'opposer à un certain nombre de dispositions. Aujourd'hui, la donne a changé et j'estime que c'est sur le lieu de rappeler tout le monde à pouvoir donc respecter des dispositions contractuelles ou statutaires. Puisqu'il y en a, parce que qui n'ont jamais jeté le regard sur ce qui est de leur devoir, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et là, ils sont rattrapés naturellement aujourd'hui parce que les ministres, étant donné que cette solidarité aussi s'est beaucoup exprimée au niveau du gouvernement, font qu'on en est là. Et je pense que chacun devait donc savoir désormais raison garder pour éviter à ce qu'on puisse donc arriver donc à ces positions extrêmes. J'estime que l'extrême serait quand même de les renvoyer directement. Et bon, ce n'est pas encore extrême. Je pense que Francisco va dire autre chose. J'ai quand même la liste, je ne vais pas, non, on va pas citer de nom, mais les enseignants sont accusés d'avoir, il y a 2 choses qui leur sont reprochées. D'abord, ils sont accusés d'avoir diffusé de fausses informations
sur les médias et les réseaux sociaux. Francis, Oui, non, ces pourquoi? fausses informations, c'est quoi? Il faut bien le préciser. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui a circulé entre-temps. Et dans la vidéo, c'est des enseignants qui se distribuaient quelques boîtes de craie qu'une ONG appelée La Colombe leur a offert. Bon, des craies de couleur, ce qui est rarissime. Donc, je crois ils ont trouvé le bonheur. Ils sont en train de l'exprimer à leur façon. C'est ça qui a circulé sur les réseaux sociaux. Sinon, montrer les conditions de travail, je crois que c'est ce que nous faisons tous les jours, en déplorant les conditions de travail. Non, Attendez, vous savez, non, il faudrait quand même qu'on soit quand même logique dans les choses. Bon, Ils l'ont exprimé à leur manière, au détriment. Non, il faudrait quand même le rappeler. Au détriment de ce que, au mépris de ce que fait le gouvernement, tout comme si c'était un peu ça. C'était de la pure Cela a provocation, hérité peut-être. naturellement les autorités en charge de ce département-là. Oui, Francisco. Peut-être que c'est eux Est-ce qui que l'ont c'est fait dans les Attendez, normes? peut-être c'est eux qui l'ont fait. C'est quoi ils sont finis. Parce que c'est tout ce qui se fait depuis un moment où les gens, montrent leurs conditions de travail et les gens le font partout. Que ce soit dans la santé, vous-même vous êtes ici, parfois vous publiez les photos de la santé dans votre journal, qu'on n'a pas tel livre cassé, il n'y a pas de matériel. C'est pratiquement la même chose qu'ils sont en train de faire. Maintenant, comme ils parlent de solidarité, je comprends. Parce que, écoutez, quand vous prenez certaines localités, comme la localité dont il s'agit, mais quand vous voyez les autorités de cette région, et quand ils parlent surtout le mot là m'a un peu tiqué. Parce que quand je fais en même temps le petit bilan, en prenant peut-être les Solitoki, les Malsina, même les ministres, moi, je prends le ministre Yaya, je prends des gens qui sont, c'est-à-dire que de cette région, plusieurs certainement ont fait cette école centrale-là. Et que l'école là souffre tellement que c'est 2 boîtes de craie qu'une ONG s'est cotisée pour venir leur donner. C'est ça qui aujourd'hui crée des problèmes aux gens. C'est une défaillance de l'État. L'État ne met pas les moyens à la disposition des gens. Lorsqu'ils ont trouvé un moyen de travail, ils commencent pas à jubiler que voilà quelqu'un qui est venu nous sauver. Et voilà, c'est la Donc pour vous, dans un climat aussi social dégradé, le ministre est allé un peu loin. Non, le ministre est allé, il est allé loin. Mais attendez, il faut quand même il est allé loin parce que j'aimerais qu'on aille voir, même les clichés, on aille dans les clichés, qu'on voit les reportages que les gens font sur l'hôpital. Est-ce que vous voyez? Mais il a parlé des fonctionnaires qui ont détourné. Les gens qui ont détourné, il faut les punir. Je ne dis pas non. Ils ont été punis. Mais voilà, c'est pourquoi ce n'est pas parce que certains ministres se sentent, ou bien certaines autorités se sentent frustrés. D'accord, peut-être index. Dire que bon, voilà. Pourquoi vous avez parlé de 2 boîtes. Bizarrement, on a parlé de 2 boîtes sur ce point. Voyez-vous? Non, on a parlé pendant. Vous savez, ça dit que aujourd'hui, ce n'est pas seulement le secteur de l'enseignement qui est indexé, même le secteur du journalisme également est indexé. Et lorsque vous prenez aujourd'hui, il y en a peut-être qui ont exprimé des opinions. Beaucoup où on pouvait réellement voir des écarts de langage assez houleux dans son temps, où il n'était pas inquiété. Aujourd'hui, c'est pour dire, et d'ailleurs même, on peut prendre par exemple le cas de Dimon Auré. L'essentiel aujourd'hui, je pense que ce n'est l'autorité ou carrément l'exécutif n'est pas contre les critiques. Mais il faudrait quand même que ces critiques-là soient objectives. Lorsqu'on nous dit, on a donné deux cartons de craie, dans un établissement qui existait il y a très longtemps, où carrément 2 bâtons de craie, vous estimez que 2 cartons peuvent suffire pour toute l'année. On peut suffire l'année, mais c'est pour dire les gens sont joyeux pour 2 cartons de craie, estimant que le gouvernement ne fait rien. Donc, carrément, vous passez toute l'année pour le gouvernement. Non, de toutes les façons, je pense que il est question aujourd'hui de critiquer, mais il faudrait réellement qu'on soit objectif dans nos critiques. Le ministre... il n'a pas mal fait. On va affirmer. Le ministre Gilbert Bara leur reproche en outre d'avoir appelé à la cessation d'activité en charge des enseignements primaires, secondaires,
technique et de l'artisanat en violation des règles d'éthique et de déontologie de la fonction publique. Francisco, au moins ça... Non, ça que tout prix. Non, de toutes les façons, chacun a quand même plusieurs sanctions. Et quand on prend la dame, c'est une sanction qui essayait donc de pouvoir vilipender le nom du ministre. Du ministre. On ne va plus revenir sur l'histoire. Moi, je dis simplement il faut dire quelque chose. Vous imaginez, ce qui se passe est très simple. Et vous avez eu une minute 30. Quand on parle de sanctions, ça peut-être que les gens ont violé des règles, la règle de droit. Et dans des situations où il y a violation de la règle de droit, mais la sanction doit automatiquement suivre. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, mais pourquoi nous sommes aujourd'hui à ce niveau? Si on était dans une situation où l'école togolaise était bien réformée, où il n'y avait plus de problèmes, est-ce qu'on serait à ce niveau aujourd'hui? On ne serait pas à ce niveau. Si nous sommes en train de vivre des choses comme ça, la responsabilité aussi incombe en partie aux autorités publiques. Et parce qu'ils ont manqué à leurs obligations à un moment donné. Moi, ce que je demande, c'est qu'il faut réformer tout le secteur éducatif togolais. Il faut aller aux états généraux de l'éducation. Vous imaginez où nous vivons dans des situations pas possibles, où les enseignants s'en sortent difficilement, où les élèves ont du mal à suivre des cours parce qu'ils n'ont pas de siège confortable, ou peut-être des écoles ne sont pas bien construites, ou il y a encore ces histoires de craie là. Donc ça veut dire que le gouvernement doit savoir qu'il y a beaucoup à faire. En 2013, on avait annoncé entre-temps les états généraux de l'éducation, mais après, c'est fini. C'est fini, cela a disparu. Mais il faut revoir tout ça. Et là, si on arrive à revoir tout ça et à asseoir une politique sérieuse de l'éducation du Togo, mais je pense qu'on ne serait plus à ce niveau. Francisco, vous voulez terminer? Même le dialogue entre les acteurs de l'éducation, ça n'a pas abouti. On ne sait pas où se trouvent les choses là. Et puis, nous avons confié nos enfants dans les mains des gens. Vous savez, sur le terrain, il y a une démotivation qui est en train d'être. Et la gratuité de l'école, c'est les conséquences. Où les gens se sont levés, ils n'ont fait aucun calcul. Ils ont dit, nous faisons la gratuité de l'école. La population va applaudir. La population va applaudir. Mais vous ne donnez pas les moyens aux gens à la base pour travailler. Donc voilà tous ces problèmes. Et le Togo, il n'y a pas de continuité de l'État. Il n'y a que des gens qui arrivent et qui mettent leurs règles. Et lorsque, en fait, ils quittent le poste, tout retombe à zéro. Donc nous ne devons pas continuer dans ça. Aujourd'hui, nous avons besoin du management. Merci beaucoup à vous. Et non la répression. Francisco, je pense que tout est saisi. Bon, je sais que Adam voulait dire quelque chose, mais le temps est contre nous. Ce que j'aimerais véritablement ajouter, je suis d'accord sur ça en disant que naturellement, il faudrait quand même qu'il y ait continuité. On l'a vu, puisque je l'évoquais sur une chaîne radio de la place en disant, par exemple, lorsque nous prenons ce qui se passe au ministère de la Communication, ce qui est très apprécié, il suffirait quand même que le ministre parte, on retombe sur un autre ministre qui recrée encore sa disposition. Donc moi j'estime qu'il faudrait gratuitement, si Bahara part, que ces règles-là continuent, que les gens quand ils font des fautes qui puissent donc être sanctionnés. Allez, merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo, journaliste, chroniqueur politique. Merci également à vous, Francisco Napo Koura, journaliste freelance, et Adam Adjronou, directeur de publication Vision d'Afrique. Mes chers amis, chers confrères, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est aussi un plaisir. Partagez. Allez, merci. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Sans doute demain, vous aurez notre cher patron Samuel Niaoui qui va revenir. À très bientôt.